Si je regarde tout d'un point de vue historique, alors je ne ferai pas ces erreurs. Alors je sais aussi que la Russie, avec ses maisons impériales, les tsars étaient apparentés aux Hohenzollern, et c'était l'Autriche, la Hongrie. Tout cela est intrinsèquement lié. Et je ne peux pas le faire simplement parce que Madame Baerbock veut mener une politique étrangère féministe qui abolirait aussi Bismarck. Donc la magnifique salle Bismarck au ministère des Affaires étrangères a aussi été supprimée et vu son niveau d'éducation, je pense qu'elle croit probablement que Bismarck est un harengue, une vodka ou quelque chose comme ça. C'est tout simplement scandaleux de voir que toute la porcelaine est brisée maintenant et qu'il faut ensuite tout recoller. Cela prend du temps car les Russes n'oublient pas. Tout comme Trump, l'Allemagne va être surprise. Je pense qu'il se retient avant les élections. Quand les élections seront passées ici, nous serons encore surpris. Un homme comme Trump n'oublie rien. Il a été qualifié de prêcheur de haine par le président fédéral. Il a été condamné par tous les médias comme s'il était le diable en personne. Et il en va de même pour Musk. D'ailleurs, je le répète, mais comme le dit toujours Anne, tout est biographie. Ces nombreux aspects ne sont pas une question d'idéologie ou de programme de parti, mais simplement de biographie. Le fait qu'Elon Musk soit comme il est, on peut le vérifier en cherchant simplement Elon Musk transgenre ou quelque chose comme ça sur Google. Jusqu'en juillet dernier, il était complètement du côté des démocrates et de Harris. Et quand son fils est soudainement venu lui dire « Papa, je suis maintenant une fille », ça a fait tilt chez lui. Mais il dit « J'aime mon fils, donc s'il le veut, qu'il le fasse ». Ça finira par s'arranger. Ensuite, on lui a dit qu'il prenait des bloqueurs de puberté, des hormones et tout ce qui va avec. Tout cela est réversible. Donc la liberté de genre demeure toujours. Et ensuite, il doit apprendre que ce n'est pas le cas. C'est ce qui l'a conduit vers Trump. On peut le lire aujourd'hui, il l'assume ouvertement. Vous ne lirez ça dans aucun journal allemand, car évidemment, tout cela ne correspond pas à la mode actuelle. Cela veut dire que cet homme a changé de cap politique. Il a fait un virage à 180 degrés. Si vous demandez à Baerbock, il dira 360 degrés. Et c'est bien plus dramatique que n'importe quel changement idéologique. Et il découvre aussi l'Allemagne à travers son entreprise ici à Grünheide. Il voit que tout part à la dérive ici. Et je suis convaincu que d'autres signaux bien plus forts viendront encore des États-Unis vers l'Allemagne et que ça fera mal. Et puis un gouvernement de coalition de l'Union chrétienne démocrate, l'Union chrétienne sociale, avec le Parti social-démocrate d'Allemagne, ou les Verts, ou probablement les deux. Oui, il se rend bien compte que rien ne change ici. Il n'a pas de partenaire. M. Merz et M. Söder se sont clairement prononcés en faveur de Harris. Tout à fait ouvertement. La moitié de l'Allemagne aussi, 80% des fous d'ici, selon les sondages, pensaient qu'il fallait absolument voter pour Harris. Ils ne connaissaient le programme du parti, il ne faut pas l'oublier, et Poutine n'oubliera pas non plus. Vous venez d'évoquer la loi sur l'autodétermination, c'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic. Quand j'étais à l'école, j'ai entendu parler et lu sur les bloqueurs de puberté. Le cerveau d'un ado de 14 ans est similaire à celui d'un enfant de 1 à 3 ans pour le contrôle des impulsions et la prise de décision. Et je me suis dit, si c'est le cas, c'est un processus tellement irréversible qui se met en marche. Il a perdu son fils, Elon Musk, et beaucoup de jeunes qui ont choisi cette voie parce qu'ils se sont tout simplement laissés influencer par les idées écolo-gauchistes de gauche woke, ils ne vont pas récupérer leur vie. Nombre d'entre eux se suicident à 18, 19 ou 20 ans quand ils se rendent compte qu'ils étaient juste en pleine puberté. J'aurais sûrement eu besoin d'un soutien psychologique, mais certainement pas de bloqueur de puberté qui stoppe et réoriente totalement un processus humain naturel. C'est là que j'ai vraiment commencé à remettre tout ça en question, et je peux comprendre Elon Musk à 100%. Oui, et justement parce que ce que tu dis est tellement logique, il n'est pas étonnant que le grand public en Allemagne n'en parle pas, bien sûr.
Personne ne sait vraiment ce qui se passe là-bas, même d'un point de vue scientifique, psychologique, etc. Et surtout, les médias allemands ne rapportent même pas les expériences des autres pays à cet endroit. En Angleterre, les signaux d'alarme retentissent, car en Suède aussi. Les services de psychiatrie sont surchargés, ainsi le taux de suicide chez les jeunes augmente de façon dramatique et on se rend compte que tout cela est insensé, ce que nous faisons là. Et c'est pourquoi je peux seulement dire également aux jeunes, ce n'est pas un vieux monsieur qui pointe du doigt parce qu'il ne comprend pas. Mais ces cas ont toujours existé. Et j'ai de nombreux cas concrets qu'on appelait autrefois des hermaphrodites, et là, je soutiens toute forme d'assistance pour eux. Mais aujourd'hui, c'est devenu un projet missionnaire du genre, eh bien, avec un peu de chance, tu ne sais pas qui tu es quand tu n'as que 16 ans. Tout cela ne fait que se développer. C'est de la folie totale. Et puis, je veux dire, Donald Trump, c'est juste merveilleux. Il arrive, s'assoit, et sa première loi, c'est « il y a un homme et une femme ». Il faut vraiment essayer de se le représenter concrètement. Et là, il a dit que tous ces types transgenres dans le sport, aux États-Unis, c'est interdit. Et je veux dire, maintenant, je me demande, où sont donc toutes les militantes des droits des femmes ? Elles devraient au moins monter au créneau dans le sport quand des hommes débarquent et disent « à partir d'aujourd'hui, nous sommes des femmes » et mettent une raclée aux femmes à la boxe. Oui, elles acceptent même tout ça sans rien dire. Tout ça, c'est de la folie. Et le pire, c'est que tout ce qu'on transforme en idéologie finit par devenir négatif. Nous avons besoin de liberté, et si quelqu'un pense qu'il ne doit plus s'appeler Peter Hahn, mais plutôt Petra, eh bien, c'est son affaire. Mais il n'est pas nécessaire que cela soit promu par l'État d'une manière propagandiste. Et c'était quand même une bonne chose, il y a 10 ans, en Allemagne, quand il fallait encore des experts, des médecins et tout un accompagnement pour conseiller les gens. Et ensuite, on était probablement un peu plus réfléchi et on se disait « bon, je vais être un peu prudent ». Aujourd'hui, c'est à la mode. Entre parenthèses, en ce qui concerne le féminisme, j'ai toujours pensé qu'à Berlin, il n'y aurait plus de nom de rue masculin tant qu'on n'aurait pas atteint le 50-50 avec les femmes. Bientôt, une règle imposera la représentation des personnes transgenres dans les noms de rues. On fait des quotas pour tout, on est tous devenus fous. Mais j'ai toujours dit aux jeunes journalistes qui venaient et disaient « Mon Dieu, maintenant on n'embauche plus que des femmes. C'est quota, quota, quota. » Je leur disais « C'est pourtant très simple. » Lors d'un entretien d'embauche, je dis « Sur ma carte d'identité, il y a écrit Peter Hahn, mais monsieur le directeur, à partir d'aujourd'hui, je suis Petra. » Je ne l'ai tout simplement pas encore officialisé, alors il est obligé de m'embaucher. On ne peut qu'ironiser. Je suis tout à fait d'accord avec toi et j'ai déjà reçu un expert du wokisme ici sur ce canapé. Et avant, il fallait plus ou moins vivre 2 ans dans le genre opposé pour ensuite pouvoir réellement opérer la transition, en avoir le droit. De nos jours, un psychothérapeute s'y opposant risque de perdre son droit d'exercer. Oui, c'est fou, c'est devenu complètement fou. Oui, et par exemple, aujourd'hui, on peut faire de la publicité sur sa transformation d'homme en femme, mais on n'a pas le droit de faire de la publicité pour l'inverse. Sans parler du fait que quelqu'un dise qu'on peut même faire des thérapies contre l'homosexualité. Ça ne veut pas dire que je soutiens cela de façon missionnaire, mais ça fait partie d'une société libre. Si quelqu'un dit « j'ai des problèmes avec ce mode de vie, puis-je m'en éloigner ?» Et ensuite, si je vais voir un psychologue, c'est une affaire privée. Mais maintenant, tout cela est réglé bureaucratiquement, idéologiquement, et ce sans aucune limite. Même l'Union chrétienne démocrate n'ose plus dire « nous avons encore le « C » dans notre nom et nous reconnaissons l'héritage chrétien de l'homme et c'est pourquoi il existe des limites. Non, on a l'image de HAL, vraie Union chrétienne démocrate, Union chrétienne sociale que nous avons ici à Berlin.
Et à l'époque, rouge-rouge-vert, c'était encore inoffensif. Ce que M. Wegener nous propose aujourd'hui ici, ça dépasse vraiment les bornes. Et ce qui est fou, c'est que maintenant, revenons encore une fois à Trump, il a révélé ces jours-ci aux États-Unis, on peut le lire seulement maintenant, tout ce que le gouvernement précédent de Biden a soutenu et financé. Cela va jusqu'à la question de l'avortement. Je vais citer, comme je l'ai aussi fait dans mon livre, Nelson Mandela. Nelson Mandela est une figure héroïque en Afrique du Sud, particulièrement pour la gauche. Nelson Mandela a d'ailleurs dit, tout comme Martin Luther King, on reconnaît la civilisation d'une société à la façon dont elle traite les enfants à naître et les personnes âgées en fin de vie, dépendantes des soins. Selon ces critères, nous ne sommes plus une civilisation en Allemagne. Nous sacrifions les retraités. Ils doivent maintenant chercher leurs bouteilles dans les poubelles pour survivre. Pendant la période du coronavirus, ils ont été isolés. Dans la solitude, c'est le plus grand crime après l'Holocauste. Et de l'autre côté, les enfants sont une question de choix. Soit j'en ai, soit je n'en ai pas. Donc le mot-clé est avortement. Là, nous abandonnons les principes civilisationnels les plus importants. C'est la civilisation. C'est pour cela que nous ne sommes plus à l'âge de pierre, que nous nous distinguons du monde animal. C'est inhérent à l'humanité, nous l'avons progressivement aboli. Et le plus drôle, c'est que les partis qui sont encore considérés comme conservateurs se joignent à cela joyeusement. D'ailleurs, les Verts étaient autrefois le parti du droit à la vie par excellence. Faire partie de l'identité des Verts, c'était être contre l'avortement. Quand on voit aujourd'hui comment il est contre la guerre et contre les armes, tout cela est mis de côté pour un moment. Ce n'est pas parce qu'un vieux grand-père voulait revenir en arrière, comme mon père racontait Stalingrad, que nous sommes à nouveau dans le passé. Non, nous devons sauver les fondements de notre société. C'est l'unité. Nous sommes un peuple. Nous ne dressons pas de mur de séparation, pas de haine, pas d'incitation à la haine. Malgré toutes nos différences, nous restons finalement unis. Et ce sont des valeurs auxquelles on ne peut pas renoncer. La dignité humaine, la liberté d'opinion, la liberté de la presse, ce sont toutes des choses que nous sommes en train d'abandonner. Et cela va coûter cher, cela va coûter cher. Je pourrais vous écouter sans fin, monsieur Hahn. Vous êtes vraiment une arme de précision rhétorique et tout cela emballé, agrémenté de beaucoup d'humour. C'était vraiment un régal pour les oreilles, vraiment de mener cette interview avec vous jusqu'à présent. J'ai encore 4 questions de la communauté que j'aimerais aborder. Allez-y. Si vous pouviez être chancelier fédéral pendant une journée, quelles seraient les 3 premières lois que vous adopteriez ? Difficile, celle-là. Je vais prendre Donald Trump comme exemple. J'utiliserai aussi ses dossiers. J'augmenterai le nombre de signatures et je choisirai en fait 3 choses au hasard pour rendre l'Allemagne à nouveau normale, m'éloigner de l'idéologie et dire à nouveau « Les gars, utilisons le bon sens ». Donc la première chose que je ferai, ce serait de réintroduire le bon sens. Je trouve ça très bien. Si vous pouviez donner un seul conseil à votre moi plus jeune, lequel serait-ce ? Fais tout comme tu l'as fait. Parce qu'au final, c'était ton identité et elle t'a mené au succès. Non pas par égoïsme, mais aussi en aidant les gens à travers tes actions. C'est-à-dire que je ne ferai rien différemment dans ma vie de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Peut-être que c'est aussi ma foi chrétienne où, dans mon enfance, une personne expérimentée m'a dit qu'il ne fallait jamais soi-même ouvrir les portes, mais qu'il fallait voir les portes ouvertes, puis les franchir sans regarder en arrière. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Je n'ai pas dit que je voulais devenir directeur maintenant. Au lieu de ça, j'ai voulu faire ce qui me convenait à un moment donné. Et je ne veux pas non plus devenir un auteur à succès ou quoi que ce soit. Je veux simplement faire ce qui me convient. Et c'était le chemin du succès.
Parce que le succès, ce n'est pas ce qu'on a sur son compte en banque, mais c'est la satisfaction dans la vie. Et je suis entièrement satisfait, malgré tout. Le plus grand compliment, c'est de pouvoir être assis ici, à avoir cette conversation avec un média qui s'adresse d'abord à un public jeune. Et d'y être écouté, c'est pour moi le plus grand honneur. Je ne suis pas assis chez moi à pleurer parce que plus personne ne veut m'écouter, à me consoler en me disant que je peux faire le tour du monde chaque année parce que j'en ai les moyens financiers. Ce n'est pas ça la satisfaction dans la vie. Je trouve ce que vous venez de dire, monsieur Hahn, très très puissant. Comment avez-vous fait? Y a-t-il des principes théologiques que vous pourriez nous transmettre ici qui vous ont permis d'avoir cette réceptivité aux portes ouvertes afin de pouvoir les franchir? Parce que beaucoup ne les voient pas. Oui, c'est une confiance inconditionnelle que j'ai en Dieu. Pour moi, Jésus-Christ est une réalité et il est la personne la plus importante de ma vie. La prière n'est pas un monologue, mais elle me donne des instructions, me critique, mais me donne aussi de la force et du courage. S'orienter selon les normes bibliques n'est pas la pire chose qui soit. Nous pouvons tous très bien vivre ainsi. Alors, on m'a donné un peu de gaieté et de joie dès la naissance. Je suis né un dimanche et mon père, qui a vécu Stalingrad, est resté jusqu'à la fin, malgré le cancer et tout, un homme joyeux et optimiste. C'est peut-être ce genre de personne. Mais le plus important, et la raison pour laquelle nous sommes assis face à face, son entourage, ses amis, sa famille, tout ça, j'ai perdu énormément d'amis au cours des 4-5 dernières années. Le Covid, et quand c'est devenu idéologique. Et quand quelqu'un comme moi arrivait et disait « C'est évident que vous êtes tous cinglés parce que vous portez des masques FFP2 qui, il est prouvé, réduisent l'apport d'oxygène au cerveau. Donc maintenant, cette stupidité est arrivée jusque dans les parlements. » On était mis à l'écart, on a perdu des amis, tout ça. Mais j'ai gagné beaucoup plus d'amis. Soudain, il y a des gens qui m'interviewent ou qui veulent discuter avec moi ou qui me trouvent génial, alors qu'avant, ils ne faisaient même pas attention à moi. Puis tout a changé. Et ce qu'on a maintenant, c'est authentique. Et c'est ça qui me fait vivre, d'avoir des gens autour de moi et surtout que ce ne soit pas des journalistes. Il n'y a rien de pire que cette consanguinité, et j'ai passé toute ma vie là-dedans. Et ici à Berlin depuis plus de 20 ans. Et je connais toute la classe politique. Je pourrais en parler longtemps, je les connais tous. Je sais aussi où ils habitent ici à Berlin. C'est une société parallèle mélangée avec les journalistes. C'est pourquoi je cite la phrase de Hugh Green, le chef de la BBC, qui a dit « Donnez-moi un pays où les journalistes et les politiciens s'entendent. » Et ce n'est pas une démocratie. Nous avons désormais cette situation, cette consanguinité, cette société parallèle. Tout cela me désespère. Et je suis heureux d'avoir des amis, des connaissances qui viennent d'un monde normal, qui viennent du monde normal. Et ce qui me garde les pieds sur terre, c'est vraiment les nombreux événements que j'organise, le fait d'être en contact direct avec les gens, mais aussi d'avoir un cercle d'amis qui est tout à fait normal par leur métier et par tout le reste. Et beaucoup de personnes qui m'encouragent aussi et qui, dans la rue, me disent « Hier encore, un cycliste a fait un freinage d'urgence sur le Hohenzollern-Damm. Il est revenu en arrière et m'a dit « Je viens de vous voir, continuez comme ça, continuez comme ça. » On vit bien plus de cela que des titres, de l'argent, de la carrière et de tout le reste. Et cela me donne du courage. Et je peux seulement dire que je m'engagerai pour la liberté, oui, pour l'unité, la justice et la liberté jusqu'à mon dernier souffle. Car nous avons tout perdu. Nous avons perdu l'unité, nous avons perdu la justice. Regardez certaines décisions de justice. Nous devons préserver la liberté. Monsieur Hahn, j'ai eu la chair de poule plusieurs fois.
Il faut traverser ce mur de feu pour se rendre compte de l'autre côté qu'on est en fait entouré uniquement de flatteurs interchangeables. Et de l'autre côté, il y a les vrais amis, ceux qui restent à vos côtés et vous encouragent. Pour conclure, en guise de dernière phrase ou question, le tout dernier point. 3 recommandations d'action très concrètes pour nos spectateurs afin d'acquérir clarté et souveraineté dans ce monde extérieur très chaotique. Eh bien là, je suis un peu dépassé qu'on me demande de donner les recettes d'emblée, de les sortir comme ça de ma manche. Alors je dis, nous avons besoin de confiance. Il ne faut pas laisser qui que ce soit nous en priver. Nous ne devons pas laisser l'espoir s'effondrer. Pour moi, l'espoir signifie par exemple donner à la future génération une base pour vivre. Et si eux l'acceptent, pour moi, c'est ça l'espoir. Confiance, espoir et surtout ne pas abandonner. Nous ne sommes perdus que lorsque nous nous abandonnons nous-mêmes. Ne pas abandonner, ne pas se résigner, ne pas se laisser intimider, chercher de nouvelles alliances et parfois descendre dans la rue. Pourquoi ce sont toujours les autres qui manifestent ? Nous pourrions aussi le faire. Alors, confiance, espoir, ne pas abandonner. Et si nous prenons cela au sérieux et que nous ne perdons pas la joie de vivre, enfin nous nous plaignons tous beaucoup, alors restons joyeux. Et plus je présente mes thèses radicales avec joie, plus c'est surprenant. Il n'est pas nécessaire de lever le doigt et de faire une tête d'enterrement, ou cette expression que beaucoup de personnes adoptent, cela ne mène à rien. Monsieur Han, merci beaucoup pour cette conversation vraiment très puissante et inspirante. J'ai vraiment lu votre livre en très peu de temps. Il y a tellement de petites perles dedans. Là encore, vous appliquez vos principes, à savoir qu'il ne faut pas se prendre trop au sérieux, ni faire la morale aux autres. Et je ne peux vraiment que recommander à tous les téléspectateurs d'acheter le livre, soit sur Amazon, soit chez un libraire local. Merci pour cette excellente conversation, vous êtes un exemple pour moi. Cher Simon, n'exagérons rien. J'étais aussi extrêmement heureux, c'était une conversation très intense. Je fais toujours ça avec Roman Herzog, l'ancien président fédéral. Il m'a raconté que quand il recevait de partout des éloges et ainsi de suite, il disait « Je vis l'éloge funèbre, vous pouvez le garder pour la fin ». Merci beaucoup.